14 avril, et j'aimerais parler de cette chose que j'ai appelée de la chute finale, ou la chute finale, comme j'aurais pu dire, c'est la lutte finale, à défaut de chanter et de gronder, de laisser la force monter en soi en chantant ce chant fervent et mobilisateur. Je chante. Pour moi, en fait, je fais une sorte, comment je pourrais appeler cela, une sorte de, j'oublie les termes, d'hommage, comme j'en ai déjà fait, une sorte d'hommage pré et post mortem en quelque sorte. Étant donné que la mort, évidemment, elle peut être de plusieurs façons. Il y a, comme on le sait tous, il y a la mort sociale, et cette chose-là peut être encore plus, comment dire, je ne peux pas dire handicapante, encore plus il y a cette mort sociale qui vous conduit à la mort physique, mais en même temps, la mort, vous cessez de ressentir les choses. Avec la mort sociale, vous continuez de ressentir, vous continuez un peu de vivre et d'être le spectateur, et en même temps vous êtes là et le principal acteur de cette chose-là, et vous êtes là et vous faites, voilà, je retrouvais le terme, votre hymne funèbre. Vous le chantez, vous le répétez tout le temps. Ça devient votre activité principale. Je tiens à préciser que je ne pense pas, je ne me situe pas dans les catégories psy quelque chose, je ne suis pas dépressif, je ne suis pas machin ou machin. C'est une situation objective à laquelle je fais face. Cela dépasse mes capacités de résistance, mes capacités de retournement, mes capacités de mobilisation, mes capacités de réaction. Cela est une réalité, comment dire, transpersonnelle. Cela va au-delà de ce qu'une personne peut faire. Une réalité sociale, pour moi en tout cas, qui s'est exprimée et qui a fini par atteindre le maximum de son expression, qui s'est achevée par une sorte de condamnation à l'immobilité et donc à la mort. Il ne s'agit plus de ce degré de l'absence qui peut constituer le fait d'être un invisible pour l'autre. Là, il s'agit de quelqu'un qui n'existe plus, qui n'existe plus, qui en fait ne peut plus s'exposer pour essayer de tester son invisibilité. Entendez-vous? Je teste mon invisibilité, je ne teste pas mon charme ou mon magnétisme, je teste mon invisibilité. Et là, je me suis quelque part sorti de cette histoire-là. Je sais que je suis devenu invisible et ça n'a pas la peine de me le faire confirmer à chaque fois que j'ai en face de moi des gens. Ça me suffit. Et donc, c'est une réalité qui est, je veux dire, que peut ressentir
une personne ou une autre, et à des degrés divers, peut-être, mais on est quelque part condamné à subir cela, à lui faire face et à devoir vivre avec. C'est la chute finale, quelque part, c'est l'aveu qu'on n'est pas devenu un moteur de l'histoire, mais qu'on a été quelque chose que l'histoire a fini, ou n'a jamais tenu pour important, et qu'il n'a pas pu jouer aucun rôle, et que finalement est rangé, est sorti de l'histoire, et a été expulsé de l'histoire. Ainsi, ce phénomène de l'expulsion, qui ne s'arrête pas après le mythe de l'expulsion du paradis, l'expulsion du ventre de la mer, l'expulsion du rapport exclusif avec la mer, le fait d'être comme ça, mis dans le monde, comme ça de façon brutale, d'être privé de cette mer, et puis finalement de soi-même se priver de la présence de la mer, et puis de découvrir qu'on a été expulsé d'une certaine façon de la considération, ou de ou du côté un peu magnanime, ou je ne sais pas comment le dire, la mer. Un peu, je me rappelle, la mienne, elle m'avait dit des choses sur un ton persifleur. C'était la chose à laquelle je ne pouvais pas du tout m'attendre. Et la mer, c'était mon objet, d'une façon un peu ramassée comme cela. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Nada, jamais. Les mots ne sont que des arrangements. La réalité réelle est beaucoup plus complexe, est beaucoup plus riche, et beaucoup plus multiforme. Ne faites pas l'erreur de me prendre au pied de la lettre. Je ne fais que donc dire des choses dans une forme. Aujourd'hui, je peux les dire dans cette forme. Demain, il est peut-être possible. Il est possible que je les dise différemment, ou tout à fait différemment, ou juste un peu changé. Donc voilà. Et puis il y a cette expulsion, on va dire, les diverses expulsions, l'expulsion du rêve. On se fait expulser de son propre rêve, ce rêve qu'on pensait légitime et pas tellement difficile à atteindre, et on est forcé. Toujours, comme cette histoire qui m'est arrivée, on est toujours forcé d'abandonner quelque chose, comme pour cette histoire de la marche sur Rome, que je n'oublierai jamais, même si je ne me souviens plus exactement de la scène, comment elle a été tournée, mais il me restait une idée, une sorte de défaisance continue. On se défait de telles choses comme ça au fur et à mesure du chemin. C'est un chemin physique, c'est un vrai chemin. La marche sur Rome, c'est un événement historique, mais on peut la transposer dans quelque chose de beaucoup plus symbolique. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, quand on avance sur le chemin de la vie, on se défait de certaines choses qu'on avait, qu'on prenait pour comment dire, des principes vitaux. Voilà, ceci, cela, etc. Il ne faut pas prendre là encore le mot rêve pour quelque chose un peu une sorte de fantasmagorie. Non, le rêve correspond à quelque chose d'objectif. Le rêve, c'est quelquefois l'ambition, le projet. Voilà, le rêve aussi, c'est le projet de faire.
l'intérêt. Il y a des gens comme moi qui sont attirés par l'autre, dans ce que l'autre peut avoir comme potentiel, comme capacité à les faire sortir d'eux-mêmes, à les dynamiser, un peu à les forcer, je ne trouve pas le terme. Et encore une fois, l'autre en tant que, c'est pas élément dynamisant, mais en tant qu'élément, parce que devant un autre, on est forcé, un autre, j'allais dire doublement, triplement autre, on est forcé de faire appel à plus d'intelligence, à plus de créativité, etc. Alors qu'avec un autre qui est en fait un semblable, quelqu'un qui est quelque part du même horizon culturel que vous ne faites pas tant d'efforts que cela. Bien sûr, il reste toujours la dimension singulière, propre à chacun. Il reste toujours un individu avec des caractéristiques psychiques propres, avec une histoire propre, mais dans l'ensemble, il y a comme une sorte de commun autour duquel tout le monde, dont tout le monde se revendique. Or, en contact avec un autre avec lequel on a très peu d'éléments de proximité, la chose est d'un tout autre. Et puis finalement, voilà, on est expulsé d'un premier rêve, puis on est expulsé d'un deuxième, d'un troisième, et cette série d'expulsions ne cesse de devenir de plus en plus, j'allais dire, définitive et de plus en plus affirmée, jusqu'au moment où en fait, on ne peut plus être expulsé à rien du tout, puisqu'on a atteint la limite des sphères d'existence. On est expulsé de sa propre vie. Notre propre vie ne nous appartient plus. Dans le sens où quelqu'un s'en est saisi. Quelqu'un vous a forcé, d'une manière ou d'une autre, à garder, j'allais dire, à garder le lit, à vous retirer. L'autre qui, jusqu'à la dernière, quelque part, expression qui lui est possible, vous signifie votre inutilité ou alors votre caractère, j'allais dire, non fonctionnel. Vous ne servez à rien. Si à un moment donné, en tant qu'exogène, pouvait servir à répondre à quelques fantasmes, là, soit masculin, féminin, peu importe, là. Mais si vous arrivez, vous vieillissez par exemple, et que votre charme est fané, là vous ne servez à rien. Vous ne pouvez être utile à personne, à moins de tomber sur une sorte de déchet humain, une sorte de loque. Et à ce moment-là, la loque, elle va trouver que vous avez une utilité. J'utilise le terme loque et déchet humain à dessein, dans le sens où j'ai rencontré des gens qui étaient coupés. Et ma lutte a été de me défaire de ces gens, puisque je voulais des gens normaux. Or, la question de la normalité est toujours à discuter. Et puis après, on peut dire qu'une personne est un déchet, cela est excessif, mais à dessein. Vous avez des gens qui, déjà les normaux, ont d'énormes difficultés à vous permettre de créer des passerelles entre vous et le reste de la société. Alors ne parlons pas de ceux qui sont coupés.
Déchet dans le sens où quelqu'un qui n'a plus le contrôle sur sa propre vie d'une certaine façon, qui est déjà mort, quelqu'un qui est mort socialement, qui ne peut plus, qui n'existe plus, et qui existe encore pour l'État en tant que, je ne sais pas, contribuable dans telle ou telle chose, mais en tant que elle est être humain interagissant, et c'est pour ça, déchets. Les déchets, il y en a qui sont utiles. Vous mettez quelque chose dans la rue, si elle a un caractère d'utilité, elle est sitôt emmenée par quelqu'un. Donc un déchet, pour ce qui est de l'humain, et même pour ce qui est des objets, ça ne veut pas dire qu'on ne sert à rien. Mais pour moi, les gens qui sont coupés de tout, qui sont en fin de vie sociale, c'est pas ce que je veux. Donc, quelque part, j'ai besoin de gens qui ont encore qui sont dans des réseaux, j'ai pas trouvé d'autres termes, sont des interactions positives et des interactions évolutives et des interactions qui se dynamiquent avec le reste, avec les autres. Les gens finis d'une certaine façon qui n'attendent plus que le cimetière, peut-être même le carré des indigents, c'est ce qui peut me rester. Bien sûr, je peux toujours servir d'une certaine façon je ne sais pas comment dire, je peux accueillir quelqu'un. Oui, ce quelqu'un peut très bien. Donc j'ai une utilité par rapport à quelque chose de tellement marginal que je ne sais même pas comment en parler. Donc, il y a quelque chose qui nous gêne quand nous exprimons, quand nous faisons un peu état d'une sorte de vision un peu classiste, un peu quand nous déterminons comment dire, une certaine qualité pour les autres, nous avons du mal. J'ai dit le mot déchet, il faut que je me justifie, etc. Presque je m'en excuse pas, et tant pis. C'est arrivé là, c'est bon. Il n'y a pas mort d'homme. Et puis finalement, voilà la chose, donc c'est la chute finale. L'être humain, et c'est pour ça qu'on ne peut pas lui appliquer une sorte d'identité psycho, je ne sais pas quoi, en disant qu'il est ça. Il peut être atteint par quelque chose, mais il est plus que cette chose-là. Il demeure aussi porteur d'une, j'allais dire, en lui-même, il y a une altérité. Je suis l'être, peut-être, selon la conception admise, un être dépressif, mais en même temps, il y a d'autres êtres. Il y a l'être qui est prêt à s'engager, prêt à se mobiliser, et puis il y a cet être un peu faiblard, un peu comment dire, géniard, un peu défaitiste, mais en même temps, cet être, s'il est arrivé là où il est arrivé, ce n'est pas parce qu'il a été que dépressif ou que faiblard. Il a fait preuve d'une force à un moment donné, peut-être pas la force nécessaire, mais il a eu sa période forte et maintenant il connaît un peu, peut-être que cette période un peu difficile, peut-être qu'elle dure trop long, plus que nécessaire. Voilà un peu la question. Mais dans ces interactions entre les êtres, dans ce commerce humain, il y a toujours cette chose, il faut qu'il y ait une équation entre ce que vous demandez et ce que vous êtes capable de fournir.
Moi, je ne suis capable de fournir rien à part quelques idées, et ces idées peuvent ne pas être les bonnes, etc., bien entendu. Et je dis, j'ai la langue, mais j'ai aussi quelques idées, quelques fulgurances, et des choses comme cela. Je n'ai pas un savoir classique, etc. Je ne fais référence à rien, et cela ne me gêne en rien de ne pas faire référence à tel ou tel penseur. Pour moi, chacun a son parcours, et le mien n'est pas de reproduire ou d'emprunter ou de vivre à travers quelqu'un. Jamais je ne ferai la biographie de quelqu'un, jamais je me mettrai à étudier la pensée d'une personne, parce que cette personne, elle est, comment dire, elle est reconnue pour être un esprit, un grand esprit. Pour moi, comme quelqu'un a dit un jour, je pense que c'était Ricoeur qui était venu discourir dans une université que j'ai fréquentée. Quelqu'un dit, ah, c'est le dernier grand philosophe français. Qu'est-ce que j'en affiche, philosophe? Encore que le terme de philosophe ne convient à rien, amoureux de la sagesse. Hein, comme vous avez des gens qui ne se revendiquent pas du statut de sage et qui quand même continuent de se réclamer de ce statut. Ça ne veut strictement rien dire. À la rigueur, moi je dirais penseur, mais réfléchisseur, j'en sais rien. C'est quelqu'un qui essaie d'avancer dans la compréhension des choses, qui peut faire des avancées, mais en même temps qui peut caler. Il peut même faire des reculs, mais il peut caler. Sa perception, sa façon d'appréhender les choses, sa façon d'expliquer les relations entre les choses peut avoir ses côtés intéressants, mais aussi elle peut avoir ses côtés inintéressants. Là, c'est relativement peu clair. Bon, c'est pas convaincant. Et là, c'est convaincant. Mais on participe tous à une œuvre commune qui traverse les âges. Comment comprendre, surtout que, contrairement à d'autres, nous sommes pas tenus de respecter des credos ou quoi que ce soit d'autre. Nous sommes libres. D'une certaine façon, nous pouvons, nous sommes pas nous faisons, nous n'avons peur de rien, d'affirmer une chose, son contraire, de nier ce que d'autres défendent, de nier de dénier le statut de vérité à une chose, à une pensée, etc., à un credo, à une vision, peu importe, nous sommes libres. Et donc, c'est une chose, nous prétendons être libres. Et bien sûr, c'est notre désir d'être les plus libres possible, mais nous savons tous que nous ne pourrons jamais l'être. Donc, c'est plus un désir, une envie, un rêve, une sorte d'illusion auto-reproduite, je ne sais pas. Mais nous avons, alors évidemment, nous faisons appel à tout ce qui existe. Par exemple, avant-hier, quelque chose comme ça, j'ai entendu parler qu'il y a une autre forme d'oxygène. Il y a l'oxygène que nous connaissons, ou que nous ne connaissons pas, mais dont on a tous entendu parler, et puis il y a l'oxygène, une autre forme d'oxygène qui est plus légère. Alors déjà, savoir si l'oxygène a une masse, ça c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Et puis savoir qu'il y a deux types d'oxygène, voilà, on dit, voilà, la réalité, elle est, voilà son intérêt. Encore faut-il faire confiance aux gens qui ont avancé cette thèse-là. Donc il y a aussi une sorte de devoir
de devoir de vigilance et de devoir un petit peu de prudence. C'est pas parce que quelqu'un avance quelque chose qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Il faut garder une sorte de réserve. Et donc, en admettant que cela est vrai, ou c'est la réalité est plus complexe et beaucoup plus complexe. Hier ou il y a quelques jours, j'entends parler d'une histoire qui s'est produite à l'autre bout du monde où une personne s'est plainte ou a découvert, on lui a découvert des abeilles, des micro-abeilles dans son œil qui se nourrissaient de ses larmes, de ses liquides lacrymaux. Et donc finalement, j'avais pensé, moi, dans mon esprit, à moi, évidemment, limité, parce que même quand je veux faire preuve d'ouverture et je me limite. C'est comme ça. Et donc j'avais pensé, puisque j'ai côtoyé sur plusieurs étés des petites guêpes. Et j'ai eu aussi remarqué, je connaissais la guêpe classique que tout le monde connaît, je ne connais pas son nom latin, mais après je connais d'autres guêpes, notamment une guêpe qui venait en fin de saison estivale et qui venait comme ça titiller les nids, les toiles d'araignée pour faire en sorte, vérifier s'il y a quelqu'un et en faire en sorte que l'araignée sorte pour pouvoir l'attraper. Et voilà, la guêpe était noire avec une sorte de corps divisé en deux avec un petit, vraiment une sorte de tiret qui reliait les deux. C'est pas un seul corps, c'est un corps divisé par deux, c'est assez particulier. Et donc, elle est suffisamment grosse pour attraper les araignées, toutes les araignées qu'on peut trouver dans le coin. Et voilà une tactique. Et donc, cette guêpe de cette dimension-là, et puis j'avais tout l'été des guêpes, on ne peut pas dire des micro-guêpes, puisque ces guêpes-là, je ne sais pas si elles sont micro, en tout cas, elles pondent, certaines qui leur ressemblaient, ont pondu une année dans les pucerons. En quelque part, on parasitait les pucerons et on voit ce qu'on appelle un puceron figé, ou je ne sais pas comment on appelle, en tout cas fossilisé, ou je sais pas, le puceron devenait une sorte d'élément solide. Donc, voilà un peu. Donc, si moi j'ai vu une certaine deux dimensions ou deux formats de guêpes, il y a obligatoirement peut-être des guêpes encore plus petites, donc on va vers le petit, après vers le micro, et donc j'avais jamais pensé. Il m'a fallu du temps pour découvrir que la grande partie ou une grande partie des abeilles sont des solitaires, ce que quelque part mon esprit ne voulait pas accepter. Pour moi, il n'y avait que les abeilles sociales et c'est tout. Et les abeilles, peut-être qu'il y a des abeilles, peut-être c'est pas des abeilles, et voilà. Et je me rappelle que ma mère m'avait dit, c'est bien une abeille qui a construit son nid. Et je l'ai vu, elle m'a dit, sur le tracteur, ça ressemblait peut-être à une sorte de pot de terre. Et après, donc moi je ne me suis pas, évidemment je n'ai pas lu l'ouvrage de Jean-Pierre Fabre, en tout cas Fabre, je ne me rappelle plus de son prénom, Fabre qui a beaucoup étudié l'entomologie, évidemment, qui a fait des expériences, tout le monde le sait. Et après, donc on découvre, j'ai découvert qu'il y a pléthore d'abeilles solitaires. Et voilà la chose que notre esprit, mon esprit et le vôtre, d'une certaine façon, n'accepte pas.
pour certaines choses, n'accepte pas d'être contredit ou d'être un peu démenti, je ne sais pas, à un moment donné, la réalité, même quand on a l'esprit curieux, etc., et un peu rebelle et un peu questionnant ou questionneur, malgré tout, on arrive à comment dire, à une phase où on cesse. On considère que ce qu'il y a, c'est ça. Et puis, il n'y a rien d'autre. Et puis, rien n'existe en dehors de cela. Et il y a les abeilles, et il y a différents types d'abeilles, bien sûr, l'abeille africaine, l'abeille machin et tout. Et c'est tout. Et il y a, et bien sûr, les guêpes, peut-être que pour les guêpes, il y a des guêpes solitaires. Oui, voilà, ça, je le savais, des guêpes solitaires, d'accord. Guêpes sociales, guêpes solitaires, d'accord. Mais pour les abeilles, je ne pouvais pas. Maintenant, je découvre qu'il y a des petites abeilles, non pas des micro-guêpes, mais des micro-abeilles. Voilà, et donc, évidemment, on peut décliner les choses à l'infini. Il y a du micro jusqu'à ce que, quelque part, à un moment donné, ça rejoint, je ne sais pas quelle forme ça doit s'arrêter à un moment donné. Il doit y avoir un moment, une impossibilité. Encore qui est fonctionnel, il connaît un peu sa limite. Comme pour il ne peut pas être plus petit il y a un moment donné où sa microsité ne peut plus se réaliser. Il cesse d'être un corps. Je ne sais pas, il y a des limites, comme on pourrait parler peut-être pour l'inverse, pour le gigantisme, on pourrait dire qu'au bout d'un moment, un corps ne peut pas aller au-delà d'un certain poids, au-delà de certaines dimensions. On peut dire qu'au niveau du microscopique, un corps avec des organes, un corps qui sexué, etc. Après, il y a peut-être un vide entre ce corps-là et la dimension bactérienne et tout le reste. Et, et voilà. La chose qui, quelque part, qui devrait nous forcer à rester modeste et à même à avouer une certaine incapacité à voir. Il y a des choses qui sont avec nous, que nous voyons sans voir, sans les voir. Cela est évident. Si je n'ai pas remarqué une chose, si maintenant je le sais et j'en suis conscient, il est possible qu'il y ait d'autres choses que je n'ai pas remarquées et que je ne remarquerai jamais. Donc, c'est comme cela. Et cela ne m'affecte en rien, cela ne me fait pas sentir diminué comme ça gratuitement. Non, je dis c'est comme ça. C'est comme ça, je fais partie d'un ensemble qui est plus grand que moi, qui est au-delà de tout ce que moi je peux essayer de connaître ou d'assimiler ou de percevoir. Ma perception sera toujours d'une certaine façon incomplète. Ou je peux dire, je suis atteint d'une certaine cécité, non pas originelle, mais une certaine cécité congénitale, ou je ne sais pas comment dire. Cela est, est constitutif de mon être. Et voilà un peu, je ne veux pas évidemment tomber dans la facilité quand je dis c'est la chute finale, de suite je suis dans certains propos attendus et prévisibles. Voilà, il pleure, il appelle à l'aide, il se dit
incompris, il se dit ceci et cela. Bien entendu, il y a toujours un peu de cela. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que d'une certaine façon, c'est comme ce phénomène qui est assez intéressant, qui peut être très lourd de sens. Et quand vous êtes seul, vous marchez et vous voyez deux gens se parler. Vous dites, ces gens-là se connaissent. Il s'agit de personnes de sexe différents. Vous pouvez très bien imaginer facilement qu'ils ont une relation. Vous ne faites pas tellement attention, savoir s'ils sont proches, ça y est, vous dites, ils sont ensemble. Si vous avez, par exemple, l'idée de vouloir entamer une relation, par exemple, avec un des deux partenaires, vous vous dites, non, ce partenaire-là est déjà pris. Et pourtant, vous n'avez qu'une certaine perception de la chose. Vous n'êtes sûr de rien. Et pourtant, vous faites déjà une conclusion, et une conclusion définitive. Et quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui avec quelqu'un, et une des deux personnes rit, vous dites, l'autre personne, elle est vraiment très douée d'un sens de l'humour que moi, je n'ai pas. Tout de suite, la conclusion rapide et largement classique et presque machinale, presque automatique, voilà, ça y est, cette personne-là. Et non. Et donc, finalement, les gens auxquels on pourrait solliciter pour nous aider, peut-être qu'aussi ils sont un peu dans une certaine forme de déshérence, qu'eux-mêmes ils ne se sentent pas appartenir à leur corps ou à leur époque ou j'en sais rien. Et tout le monde finalement est concerné par la question du degré comment dire, d'implication dans les choses. Quelquefois, les choses nous semblent extérieures, nous semblent étrangères. Quelquefois, nous sommes un peu dépossédés de notre capacité d'agir. Quelquefois, nous perdons la maîtrise des choses. Et tout le monde, évidemment, peut ressentir cela à des moments ou à d'autres. Et finalement, la conclusion est que personne ne peut aider personne dans ce sens-là. Donc, croire qu'on est... il y a cette maxime, ou je ne sais pas quoi, juste une phrase comme ça, un noyé se raccroche à un autre noyé. En fait, on dit celui qui se noie. Celui qui se noie s'accroche à un autre qui se noie. Et finalement, ça ne marche pas. Évidemment, les deux vont se noyer. Ça arrive souvent, et donc c'est au niveau un peu métaphorique, mais ça arrive sur le plan réel. Des gens se retrouvent en voulant porter secours. Non, c'est pas le bon exemple. En tout cas, l'exemple traduit de l'arabe, il dit un noyé compte sur un autre noyé pour l'aider. Enfin, une personne menacée de noyade essaie veut être sauvée par quelqu'un d'autre qui est dans la même situation que lui. Ce qui est, finalement, on compte sur les autres, mais les autres sont, comme on dit, ont leurs propres soucis, et souvent, ils font face un peu au même horizon bouché, et nous sommes tous, à un moment ou à un autre, face à des questions auxquelles on n'a pas de réponse, face à quelque chose qui nous dépasse. Nous nous sentons emportés par
par une sorte de destinée. C'est la destinée qui décide pour nous. Nous sommes voilà, dessaisis du pouvoir de la décision et d'une certaine façon, nous ne savons pas où nous allons être, nous allons échouer, peut-être que nous allons être arrivés quelque part là où nous serions à l'abri, où nous serions bien, et peut-être que nous allons être déposés dans quelques contrées inhospitalières. Voilà. Et voilà, c'est la chute finale. Et évidemment, toutes ces paroles sont là, ont été dites pour un peu contredire l'idée de la chute. C'est un peu l'orgueil de dernière heure, un être orgueilleux, comme on a dit pour celui qu'on a arrêté à l'ambassadeur d'Équateur, on a dit en même temps, il a déposé ses selles sur les murs, en même temps, il est orgueilleux. C'est l'orgueil du désespoir, en quelque sorte. Quelqu'un qui était prisonnier pendant beaucoup d'années, comme ça, condamné à l'incertitude, pas d'horizon, pas de perspective, à rien, rester là jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de sa vie. J'imagine, tous les gens de l'ambassade pouvaient sortir, aller et venir, et lui était obligé de rester. Donc à un moment donné, les choses ne pouvaient pas bien se terminer. Et comme moi, il a une longue barbe et on a dit qu'il a aussi des dents pourries comme moi. C'est un peu une marque. Encore que, évidemment, il suffit quelquefois d'enlever la barbe pour changer d'aspect. La barbe n'est qu'un objet transitoire pour exprimer une chose. Le problème, et je le redis, le problème c'est que quelque part, comme on parle souvent dans les analyses marxisto, je ne sais pas quoi, on dit évidemment les affinités de classe, etc. Et c'est vrai que malheureusement, ça y ressemble un peu. C'est peut-être pas la vérité tout entière, mais ça explique des choses. On est souvent en amitié avec des gens qui présentent un peu le même profil, qui ont à faire face aux mêmes défis. Et finalement, c'est comme tu dis à quelqu'un, tu demandes quelque chose à quelqu'un, lui-même est en demande et il ne peut pas t'aider, vu qu'il ne peut pas s'aider lui-même. Et c'est là le problème, et qu'il n'y a pas de mobilité, c'est ça le problème, il n'y a pas de déplacement. On est quelque part dans une sorte d'appartenance à un horizon et nous restons condamnés, nous sommes obligés de toujours appartenir à cet horizon, et alors qu'on voudrait le quitter, ou peut-être définitivement ou momentanément, on n'y arrive pas. On voudrait aller voir ce qui se passe ailleurs, de manière un peu à nous nourrir de la différence. Voilà quelque chose dans le genre que je voulais, puisque finalement je n'ai pas pu être le révolutionnaire que j'aurais voulu, ou que je n'aurais pas voulu, j'en n'en sais rien. Et quelque part, je ne connais pas les paroles du chant de l'Internationale ouvrière. Et puis, je sais qu'il appelle à un moment donné à une sorte, non pas d'humanité nouvelle, il y a le genre humain. Il y a quelque chose qui me correspond.
un peu quelque chose de trans, non pas transclasse, mais trans tout. C'est l'être humain dans son intégralité. Ce n'est pas l'être humain de telle ou telle nuance chromatique. C'est pas l'être humain qui appartient à un corpus linguistique ou à un autre. C'est l'être humain. Par-delà ces différences qui n'en sont pas, en fait, par-delà ces nuances, par-delà ces particularismes, c'est l'être humain dans sa globalité qu'il faut faire évoluer vers quelque chose de plus, j'allais dire, vers un bonheur, vers une ère ou vers, comme cette personne qui a beaucoup parlé de l'ère du Verseau, faire l'amener vers une ère plus de liberté et d'une certaine façon et de tranquillité, l'être humain qui cesserait un peu de se battre contre lui-même et contre les autres qui sont là aussi des extensions de lui-même, l'être humain qui se battrait, qui compétiterait comme cela pour rien. Les valeurs importantes n'étant pas se situant ailleurs, peut-être ce sont des valeurs qu'il faut inventer. En tout cas, il y a obligatoirement une fraternité, l'idée de la fraternité. Évidemment, le chant, ce chant auquel j'ai fait référence, a cessé d'être une sorte de signe de reconnaissance, et maintenant d'autres gens lui préfèrent, alors qu'ils l'ont chanté pendant longtemps, peut-être sans conviction, mais en tout cas ils l'ont chanté, ils le connaissaient par cœur. On lui préfère des chants beaucoup moins prometteurs en universalité et beaucoup moins ouverts, des chants de fermeture sur une collectivité bien précise et non plus voilà. Donc replions sur nous-mêmes, faisons rempart contre l'autre, contre le voyisseur, contre le perturbateur, faisons corps, défendons nos frontières, défendons nos acquis, défendons notre histoire, défendons nos traditions, défendons notre agriculture, défendons notre localité, défendons nos régions, défendons, et ainsi de suite, à l'infini. Voilà donc des gens qui se présentaient comme des progressistes devenaient d'un seul coup des rétrogrades, peut-être sans le savoir, sans en être réellement conscient, et pourtant c'est cela. Il s'agit d'une régression claire et nette. Voilà un peu la chose qu'on peut démontrer. On peut démontrer que malgré les conditions difficiles, malgré l'adversité de toute une société, malgré l'adversité de tout un genre quelque part, le genre humain est un genre difficile à manier. Il y a énormément de choses. Par exemple, simplement, un jour j'étais au Maroc et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'est arrivé 2 fois peut-être. Une histoire que j'ai lue quand j'étais petit, une histoire qui m'avait beaucoup marqué, c'est quelqu'un de la famille qui a été accueilli donc par quelqu'un un oncle, un truc comme ça, qui a été accueilli par sa famille, qui venait de la campagne, qui était accueilli donc chez eux. Et il les a tués tous pour les voler. Donc finalement, c'est resté comme quelque chose de totalement incompréhensible. Comment quelqu'un de si proche peut tuer la famille? Et peut-être qu'il y a un enfant qui lui a échappé. Donc un témoin, dans ces histoires-là, il vaut mieux qu'il y ait un témoin
pour se rendre compte un peu de l'horreur de la situation, un témoin qui doit vivre avec tout cela. Et donc un être dont on est assuré de l'innocuité, et pourtant va agir de façon complètement démente et massacrer tout le monde pour de l'argent. Alors évidemment, petit, je me suis dit, mais combien, c'est quoi? C'est quelque chose qui m'a laissé totalement dans une sorte d'incompréhension que je n'arrivais pas à dépasser. Et puis, par exemple, quelqu'un, très, très en avant, une personne comme ça, dans un bus, me parle et puis me donne son numéro de téléphone, étant donné les rapports un peu pas évidents entre, entre les femmes et les hommes dans le pays auquel je pense. Quelqu'un qui vous donne son numéro de téléphone, vous devez vous devez faire attention. C'est quelqu'un peut-être qui a envie de vous dépouiller, qui vous invite chez lui, après il vous dépouille. C'est tout. Donc, avec l'être humain, avec le genre humain, il faut faire plutôt. Il faut rester, je veux dire, il faut rester à distance. Et on peut peut-être aimer le genre humain sur un plan théorique, mais après, au niveau pratique, c'est tout à fait autre chose. Donc, en tout cas, le genre humain, voilà un trait qui réunit tout le monde. C'est pas parce que vous avez la même nuance de peau qu'un autre qu'il va quelque part agir avec vous d'une manière totalement sincère, etc. Celui qui peut être le plus à même de vous trahir, c'est votre semblable, le plus semblable. C'est votre ami qui a grandi avec vous, qui est du même quartier que vous, qui a été à la même école que vous. C'est peut-être celui-là, mais qui va vous trahir le premier et qui va vous trahir le mieux et de la façon la plus profonde. Et voilà les choses, comment on peut dire, peu importe l'âge qu'on a atteint, il reste toujours qu'on a besoin, en tout cas moi j'ai besoin de gens qui sont plus âgés que moi pour un peu trouver l'espace pour poser mes questions ou pour un peu faire entendre mes diverses interrogations. Il reste que je peux donner l'impression de comprendre et d'avoir un peu des opinions sur un certain nombre de choses, et pourtant il me reste des choses que je n'arrive pas à expliquer, où j'ai besoin de les dire pour entendre un peu l'opinion de l'autre à leur propos. Oui, j'ai envie d'entendre l'opinion. Il est évident que dans la situation un petit peu de rétention, la situation d'invisibilisation, d'occultation dans laquelle je me trouve, il m'est difficile de réaliser cela. Il reste qu'on essaie, à travers le langage, de démontrer un peu, voilà, une dernière manière ou une manière ultime de démontrer que nos compétences, notre valeur, cette valeur-là, les mots doivent la refléter. Ils doivent en être les témoins. C'est la capacité, à un moment donné, à réfléchir à une question, à essayer de l'analyser dans toutes ces diverses manifestations, dans divers aspects, et puis à essayer après de produire une synthèse qui peut à ce moment-là être pouvoir servir comme base ou comme qui peut servir pour passer à la phase d'après, c'est celle de la réalisation,
analyser un phénomène social et l'analyser de façon totale, de façon complète, pour fournir des clés de compréhension et pour d'abord pour se les fournir à soi-même, puis après pour pouvoir les mettre à disposition de quelqu'un d'autre. Toute cette question, il y a beaucoup de choses à dire, il y a des doutes, on va dire, des doutes persistants qui restent un peu là, et qui minent et qui perturbent cette confiance qu'on peut avoir en soi-même. Si par exemple à un moment donné dans ma vie j'ai fourni un devoir, une synthèse qui n'a pas été jugée de beaucoup de valeur, qui a été jugée moyenne, cette chose-là, comme une marque, ça me marque un peu, comme la marque de l'esclave, même libre, il garde cette marque gravée dans son corps, dans sa chair. Il y a des choses comme cela qui restent gravées, et c'est pour cela que quelque part, voilà, il y a une chose comme ça à un moment donné. J'ai fait, il y a longtemps déjà, mais j'ai pensé avoir fourni un effort, mais finalement, devant la note, devant l'appréciation, j'ai été étonné, j'ai été dans le doute, et je suis toujours dans le doute quant à la pertinence ou à la validité ou à l'intérêt des choses que je peux exposer. Voilà les marques, et on peut étendre cela. On pourrait dire c'est un esclave qui a appartenu à plusieurs maîtres, qui soient maudits tous, les maîtres. Et puis, je me rappelle toujours cette chose, ni Dieu, ni maître, ni Mélenchon, c'était bien trouvé. Et puis cette histoire, donc chaque maître, d'une certaine façon, appose sa marque. Et on finit comme cela par avoir un corps qui est plein de marques, mais on ne sait plus à qui il appartient vraiment, puisque une marque, on ne peut pas l'effacer. Et voilà, un peu on est marqué par des tas de choses qu'on a traversées. La vie nous a vraiment totalement ravagé d'une certaine façon. Et puis là, le résultat est que, voilà, on est obligé un peu de se cacher de nous-mêmes, quelque part, comme le corps de cette personne, de cet esclave. Et je ne pense pas qu'il est... Il y a des choses qu'on a envie de se cacher à soi-même, parce que on arrive quelquefois à occulter cela, mais ça revient. Ça revient comme ça sans raison, ou ça revient à l'occasion d'une parole, ou à l'occasion d'une association d'idées, ou à l'occasion d'un contexte. Et donc finalement les choses reviennent. Alors on reste sur le plan un peu basique. Je dis déjà, j'ai pu dire, on va dire, voilà, je dis les mots premiers, et déjà pour moi j'ai affirmé quelque chose, et ça personne ne peut me le contester. J'ai dit les mots premiers, après je ne peux pas les développer, je peux pas aller plus loin. J'ai formé ou j'ai formulé une phrase, et cela est déjà pour moi une chose. À un moment donné, c'est comme l'esclave, je reviens toujours à cette image, qui a tout le corps marqué, mais il reste une partie qui n'est pas marquée. Il la regarde, il dit, oh, celle-là, je vois, je peux à travers elle voir à quoi ressemblait mon corps avant qu'il n'ait été défiguré. Voilà quelque chose, je dis une phrase qui peut être une phrase première que j'ai dite au début de ma vie, ou une question, et quelque chose me rappelle cet être que j'ai été avant que je ne sois obligé de traverser toutes ces épreuves, avant qu'on ait été obligé, vous aussi, de traverser toutes
les épreuves de la vie. Voilà un peu, je termine là.